Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et le Total 3. On va également, bien évidemment, étayer un petit peu les news du moment avec un probable pivot de la Fed annoncé par Jérôme Powell, mais pas que. Situation géopolitique également. Enfin voilà, pas mal de choses. On y va. Allez, intro. Alors, j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Vous pouvez venir vous abonner à la fois sur le Discord. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre avec une vidéo supplémentaire sur les altcoins. Hier, on a fait 2 altcoins chinoises puisque les BRICS semblent se tourner vers les... vers tout ce qui est blockchain, etc. Donc on a fait hier Coinflux et Neo, et puis voilà, extrêmement intéressant. Également, bien évidemment, les liens d'affiliation sur BitGet, Bybit, Qcoin, voilà, pas mal d'exchanges qui sont proposés. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Alors, Bitcoin face au dollar en daily. Pas grand chose à dire de plus qu'hier en fait en daily, on est toujours sur la même zone, donc il n'y a pas vraiment de développement de ce côté-là. Ce qu'on peut voir ici sur, en tout cas, le 4 heures, c'est qu'on a une probable figure de continuation ici, mais que pour le moment, c'est la zone des 67,6 qui bloque un petit peu. Vous le voyez au travers de ce niveau ici qui est en 5 minutes, mais je pense qu'on va devoir le passer en 15 puisqu'il a été très légèrement dépassé. Personnellement, l'analyse du moment, on va dire, sur la partie swing, c'est-à-dire la partie, on va dire, trading sur 1 ou 2 semaines, c'est que si on arrive à passer plus ou moins cette zone, c'est-à-dire celle des 68, pour moi, c'est direction 72, voire 80. Donc, parce qu'on sort de cette figure par le haut, parce qu'on a énormément de choses qui s'activent, et donc si on arrive à passer toute cette zone-là, voilà, pour moi, on s'émancipe un petit peu de l'ATH, et ce, tout de suite, suite à cette petite baisse ici d'une quinzaine de pourcents. Pour le moment, vous le voyez, on casse un petit peu cette distribution-là, on en sort, on la reteste, on va voir si pour le coup, ça arrive à tout simplement passer au-dessus. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que y a 2 solutions. Dans ces cas-là, c'est soit vous tradez la direction, on va dire ça comme ça, au travers du chartisme, etc. Soit vous tradez la liquidité, et là, en l'occurrence, on aura la réponse. Si au moment où on passe cette poche de liquidité-là, le prix se replie vers le bas, à ce moment-là, c'est pour moi un retest quelque part autour des 63, etc. Donc faire un 70-63. Si jamais, par contre, en revanche, le prix arrive à s'installer durablement ici, retest et continuer, c'est-à-dire un sentiment extrêmement shorter sur cette zone de la part des retail, ceux qui n'ont pas vraiment l'argent pour défendre par exemple, à ce moment-là, on s'installera au-dessus et là on pourra jouer effectivement le directionnel chartiste. Donc la question ici c'est, est-ce que je fais un swing failure pattern, sous-entendu, c'est-à-dire je fais une fausse cassure, un fake out et en fait finalement je me retranche vers le bas, ou alors est-ce que je pars vers le haut dans cette logique-là. Pour le moment, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Peut-être éventuellement ici cette figure de triangle rectangle, triangle ascendant. Triangle ascendant, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une figure qui bute sur une résistance horizontale. On parle ici de la psychologie bien sûr de cette figure. Résistance horizontale qui, on l'a dit, est autour des 67 500, 67 600 à peu près. N'arrive pas non plus à liquider ses longues, c'est-à-dire que c'est une figure un peu d'hésitation, mais en même temps elle ne vient pas chercher sous la structure. Et en général, on va dire, même si c'est pas une très bonne figure au niveau probabilité, c'est quand même plutôt une figure qui sort par le haut. On préfère l'avoir en bas de quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, si on l'avait vu ici, ça serait un petit peu plus au niveau psychologique intéressant que de l'avoir là, mais personnellement, je la valide, y compris, de toute façon, quand on en rentre par le bas. Je la considère également comme une figure de continuation. Donc pour le moment, ça reste plutôt propre, tant qu'on ne perd pas, en fait, cette accumulation-là. Et aujourd'hui, on aura des news au niveau du chômage qui, théoriquement, ne devraient pas forcément être mauvaises. Donc on va tracer cette figure. Ici, celui-ci, j'en suis à peu près sûr, on peut le changer pour un 15 minutes. Il a été cassé en 5. Celui-ci, donc c'est devenu, du coup, un 15 minutes. Et on va voir si on arrive à s'installer
plus de 15 minutes à faire une ouverture-clôture au-delà de ce niveau, personnellement, je considérerais ça comme une cassure. Et si jamais, en revanche, on fait juste en 15 minutes, qu'on vient chercher la liquidité dans la boîte rouge, que vous voyez là, qui a déjà été un petit peu entamée, eh bien, à ce moment-là, je considérais que c'est un SFP, donc un Swing Failure Pattern. Je pense qu'on peut nettoyer un petit peu ici, ça c'est intéressant. On va voir également, et c'est ce que je vais vous montrer au travers de la perte éventuelle de l'accumulation là qu'on voit ici, que d'une certaine manière on avait, on va dire, je vous enlèverai après les droites, mais on avait ici un momentum relativement intéressant là, à la poussée, qu'il a été perdu, d'accord. Moi j'aime beaucoup la technique également des points pivots, c'est-à-dire que finalement, vous le voyez, du coup on fait une accumulation moins violente, ok, on avait ici un très bon momentum, hein, qui était comme ceci, et on calme un petit peu le momentum. Je considère que si on perd ce momentum-là, à ce moment-là, on va visiter à minima le point pivot qui se trouve ici. Et en l'occurrence, personnellement, j'aurais plutôt tendance même à privilégier 65,7 ici. Donc ça, c'est deux choses intéressante à poser sur la table. Si je perds vraiment l'accumulation qui est actuelle à ce moment-là, et donc je me fais rejeter par ce niveau, hein, concrètement, à ce moment-là, je verrai bien le prix revenir au point pivot entre les deux, le point qui est commun aux deux accumulations. Concrètement, l'idée ici, c'est que quand on commence à coucher une accumulation, on la calme, hein, et si on calme encore plus cette accumulation, ben on va finir tout simplement par attaquer le niveau pivot qui se trouve entre ces deux-là. Donc pour moi, perdre le momentum actuel signifie revenir à 66,5 et peut-être même potentiellement à 65,7. Donc ce sera un signal short intraday. Pour le moment, on ne le perd pas. Vous voyez d'ailleurs même que d'une certaine manière, au travers de la nouvelle trend, hein, je parle ici de celle-ci bien évidemment, si on venait à perdre cette trend, qu'est-ce qu'on fait? C'est une forme d'épaule tête-épaule, figure donc bearish, et que si du coup on perd, encore une fois, et qu'on valide cette figure-là, par exemple qu'on le faisait maintenant, ça colle pas mal avec un retour aux 65 800 en termes de target, ok? Donc ça, c'est des choses qu'on regarde attentivement. Une cassure franche de tout ça nous emmène finalement, je pense, ici. C'est-à-dire, pas de triangle ascendant, mais quelque chose plutôt de l'ordre d'un range. Et après, est-ce qu'on en sort par le haut ou par le bas? Généralement, moi, dans ces ranges-là, j'ai tendance à jouer la continuation, c'est-à-dire plutôt une sortie du coup par le haut, puisqu'on en rentre par le bas. Mais ça, c'est ce qu'on verra ensuite. Voilà un petit peu pour l'idée. L'idée étant d'attaquer potentiellement ceci et potentiellement d'attaquer cela si jamais on perd le momentum du moment. Ok? Relativement simple, j'espère que c'est précis. Derrière, donc vous avez le signal, hein, là en gros, voilà. Derrière, qu'est-ce qu'on a en termes de Ethereum contre Bitcoin? On reviendra après en fin de vidéo faire finalement la partie petite TF. Mais Ether contre Bitcoin qui se porte plutôt pas mal. Attention à cette zone de rejet potentiel. Il est toujours dans sa compression, hein, finalement. Vous le voyez ici au travers de ce triangle. Triangle comme ceci. Alors, je rentre dans ce triangle par le bas, donc attention, c'est peut-être une figure de continuation. Cela dit, une compression veut dire simplement le prix ne sait pas où aller. J'ai pas de structure ici dans un sens ou dans l'autre. Si on arrive à passer ce point-là, bien évidemment, c'est une continuation haussière. Si en revanche, on vient perdre ce point-là, c'est une continuation baissière. Donc même chose, analyse de trend, ça reste relativement propre de ce côté-là. Cette trend-là, elle est historique, elle repousse depuis longtemps. Cette trend-là, également la jaune, est encore plus historique, c'est-à-dire qu'elle est encore plus vieille. Donc théoriquement, celle-ci est plus puissante, mais moins précise. Elle risque de dévier plus, et par contre celle-ci a moins de force que la précédente. Je verrai bien ici une rotation, c'est-à-dire rotation partielle, c'est-à-dire un retour peut-être, un dernier rejet ici sur trend, un retour sur finalement l'endroit où ce triangle symétrique de creux, en l'occurrence, triangle symétrique de creux, un retour sur la parallèle, enfin la droite qui crée la symétrie entre les deux. En général, c'est ce qu'on voit. Maintenant, aucune certitude de ce côté-là non plus. Ether qui se porte plutôt pas mal, puisqu'il est autour des 4000 $ actuellement. Il n'a pas encore touché ma target, elle est à 3980 sur BitGet. Voilà, en espérant que ça va toucher, parce que quand même, on est passé pas loin là, donc ça serait vraiment une bonne chose qui nous donne, personnellement, je trouve, un dernier push.
Bah, on tient le momentum sur Ether, c'est toujours la même analyse qu'hier également, hein. Tant qu'on tient ce momentum-là, c'est une accélération, il n'y a pas de problème. On peut partir sur l'idée d'une parabole. Une parabole s'arrête en général au moment où elle est verticale, on va dire, c'est-à-dire sur une dernière grande bougie, au moment où, parce que le prix ne va pas aller en arrière, hein, à un moment donné, et à ce moment-là, on rentre sur une correction plus prononcée. En tout cas, pour le moment, tant qu'on tient cette droite-là, voire même qu'on l'accélère, c'est-à-dire que comment vous identifiez une parabole, enfin, je ne veux pas non plus faire le prof, mais ici, vous avez on va même se mettre comme ça. Là, vous avez une tendance, et là, on l'avait joué, hein, nous, c'était principalement l'idée d'un triangle ascendant, comme ceci, la même figure que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Triangle ascendant avec cette trend là, et puis cette trend s'intensifie là ici, et ensuite elle s'intensifie à nouveau, et ensuite elle s'intensifie encore. Donc pour le coup c'est un peu l'inverse, c'est le moment où finalement les trends deviennent de plus en plus agressifs. Donc on peut peut-être s'attendre à une bougie verticale à un moment sur Ether si jamais tout cela continue. Si en revanche on vient à perdre, eh bien tout simplement déjà la tangente de ce cercle, finalement, c'est un peu comme ça qu'on pourrait dire. La tangente de ce cercle, et bien à ce moment-là, dès qu'on perdra la tangente de ce cercle, on rentre dans une correction plus prononcée. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va tout en bas, mais en tout cas, une correction plus prononcée. Il est dans des zones quand même où il peut rejeter en weekly, mais en une semaine, on peut faire un paquet de trucs, surtout quand on est en parabole, encore une fois. Voilà pour Ether, on a fait Ether BTC, structure de Bybit, ça me paraît pas intéressant puisqu'on l'a pas mal évoqué hier en ce qui concerne le Total 3 contre Bitcoin, légèrement en retard, hein. Ethereum est peut-être plutôt dans cette zone-là, Bitcoin est ici, le Total 3 encore un petit peu à pousser, pareil, peut-être potentiellement une parabole également. On aimerait bien qu'il y ait une all season ici, personnellement je l'ai dit hier, mais je considère pas qu'on est dans une période où le total performe, mais les alts ne surperforment pas BTC, hein, puisque si elle devait surperformer BTC, BTC devrait faire du surplace ici, et finalement elle devrait le rejoindre, hein, et ça en quelques jours, quelques semaines. Pourquoi pas? Et vous voyez que nous, on a une zone ici pour une 3, donc pourquoi pas ici accélérer sur les alts. Sincèrement, pourquoi pas? Stablecoin dominance, etc. On va pas le faire aujourd'hui. On va directement passer sur la news. J'en profite une nouvelle fois pour vous dire de mettre un like sur la vidéo. C'est très important hein, d'essayer de aider la chaîne dans ce cadre-là. Les news, principalement donc sur le Twitter de la chaîne. L'action New York Community Bank dont le trading vient d'être suspendu après un crash de plus de 50%. Donc ensuite, les équipes de Arkham. Arkham, c'est un site qui vous permet, c'est de l'intelligence on-chain, hein, c'est-à-dire que ils essayent de mettre des noms finalement en fonction de transactions. Par exemple, Tesla nous dit avoir vendu tant de BTC tel jour. En fonction de ces transactions-là, ils essayent de trouver quelles sont les wallets. Et là, ils nous affirment avoir trouvé les wallets de Tesla et de SpaceX. Vous allez voir après, quand on continuera sur les news, que Tesla a peut-être, probablement, en tout cas si Arkham Intelligence a raison, a peut-être acheté du BTC entre janvier et mars. Ils ont publié les earnings du quarter 4, il n'y avait pas d'augmentation de leur BTC, mais là, si on suit leur wallet, il y a peut-être une augmentation de leur BTC. Donc ce type de news avait lancé plus ou moins le bull run de 2021, c'est-à-dire Tesla qui commence à dire, bah ouais, en fait, on va accepter le Bitcoin pour acheter des Tesla, etc. Donc est-ce qu'elle pourrait pas relancer, ou en tout cas donner du fuel au gros bull run actuel, on va dire ça comme ça. Pantera donc Pantera Capital, c'est un venture capital en crypto. On pourrait même dire que c'est un crypto venture capital qui essaye de trouver les investisseurs, de trouver des investissements, on va dire, pour acheter les holdings de FTX. Il y a un premium bien sûr sur ces holdings, et là je crois que le prix que voudrait payer Pantera se trouve autour des $60. Là où on peut être un petit peu rassuré par ça, c'est que d'une certaine manière ça voudra dire que un venture capital rachète ces sols qui sont pour l'instant loqués, qui ne peuvent pas être vendus,
puisqu'ils ont une date à laquelle ils vont pouvoir tout simplement être vendus. Mais dans un autre, oui, d'un côté, donc c'est bien pour FTX, ils vont prendre un petit peu d'argent sur cette idée-là. Mais d'un autre côté également, on se retrouve avec est-ce que Pantera du coup va les vendre dès qu'ils vont être unlockés, etc. Le pari de Pantera en tout cas, c'est de dire que Sol ne reviendra pas à $60 ou en tout cas pas avant qu'il n'ait vendu. Mais ça enlève un petit peu de cette espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de Solana et qui est de dire attendez, on a une quantité inimaginable de Solana. J'ai dit Solana ou FTX épée de Damoclès au-dessus de Solana, oui, qui est que FTX a une quantité inimaginable de Solana. Et là, pour le coup, si on les transfère à Pantera, c'est, je pense, plutôt une bonne nouvelle. BlackRock qui donne à la SEC finalement des documents pour lui demander de rentrer une exposition au Bitcoin dans leur fonds de 17 milliards qui s'appelle Global Allocation Fund. Qu'est-ce que c'est finalement le Global Allocation Fund ? C'est, on va dire, un fonds qui vous permet d'investir sur pas mal de choses en même temps. Et en l'occurrence, même, vous investissez d'une certaine manière sur un peu tout ce qu'a BlackRock, quoi. Et donc, ça leur permet, finalement, de donner une exposition au Bitcoin au travers de ce fonds. Donc, c'est extrêmement intéressant, ça. BlackRock avait dit à un moment donné trouver une exposition à Bitcoin parce que c'est entre guillemets leur digital et en l'occurrence ici ils intègrent l'ETF IBIT dans leur fonds global d'allocation. 17 milliards c'est pas non plus incroyable mais ça peut rajouter un petit peu d'envie pour ça peut rajouter une demande indirecte on va dire pour l'ETF IBIT donc de BlackRock. L'inflow d'hier autour de 472 millions et 10 milliards en tout qui ont été, mais ça on l'avait vu déjà hier également. 472 millions, c'est Fidelity qui en sort le grand gagnant. Il y a eu des outflows ETF également, et je crois qu'il y a eu moins 300 millions. Donc ça veut dire un inflow total, hors Grayscale, de 700 millions, et finalement des sorties de Grayscale de 300 millions, puisque Grayscale est plus cher en termes de taux. Powell qui nous dit hier, nous ne sommes pas loin d'être confiants dans le fait de baisser les taux. Donc c'est un... excusez-moi de vous demander pardon, c'est un petit peu la même formulation. Mais voilà, ici il est en train de faire un appel du pied en disant on va probablement pivoter bientôt. Et bien sûr, Macron qui dit il n'y a plus de ligne rouge, il n'y a plus de limite dans le fait qu'on supporte l'Ukraine. Et Medvedev qui dit ça veut dire que nous non plus, on n'a ni ligne rouge ni limite vis-à-vis de la France. Je sais même pas si j'ai envie de commenter ça. J'ai juste voilà, si j'ai un truc qui me vient en tête en lisant ça, ça me rappelle mon grand-père qui... quand il mangeait du pain à la fin du repas, il léchait son doigt comme ça, et il récupérait les miettes qui étaient sur la table devant lui en tout cas. Et c'était toujours quelque chose où, on va dire, c'est pas que mes parents se moquaient de lui, mais voilà, il y avait toujours un petit peu de petites piques, etc. Et lui, il disait tout simplement, ça c'est parce que vous avez jamais connu la guerre, ou en tout cas vous étiez né pendant la guerre, mais vous n'avez jamais connu la guerre. J'ai toujours gardé cette image de me dire que oui, effectivement, moi-même, j'ai jamais réellement connu la guerre, mais je crois que au travers des ancêtres, on a quand même eu une forme de quelque chose par rapport à ça. Et alors, il y a plusieurs solutions dans ce que nous fait Macron en ce moment. La première solution géopolitique, elle est relativement normale, ça serait de dire que l'Ukraine est en train de s'effondrer, l'armée ukrainienne est en train de s'effondrer, et que le front est en train de s'effondrer également, peut-être des désertions, etc., toutes ces choses-là, et que donc du coup, tout le monde va s'asseoir très bientôt à la table des négociations. En tout cas, au moins essayer. Et là, Macron viendrait plus ou moins s'inscrire, aux côtés de Zelensky en disant attention, si vous allez jusqu'à Odessa, à ce moment-là, il y aura une intervention de la France. Donc ça permet à Zelensky, on va dire, de peser dans les négociations. Et on sait en ce moment que, Macron dit WAF aux États-Unis. Il est certainement conseillé, comme il l'a été, je crois que c'était pour nos retraites, par McKinsey.
toutes ces choses-là, et que donc du coup, finalement, on est dans cette espèce d'idée que au moins, si l'Ukraine venait à perdre, il faudrait que ça ait l'air d'une forme de victoire, et Macron pourrait en sortir grandi, un peu comme cette idée un peu d'un chef de guerre qui à un moment donné a dit attention, ça ne sera pas comme ça, juste avant que les négociations s'installent finalement. Les questions ici, elles sont de quels sont réellement les objectifs de Poutine. Est-ce qu'il veut totalement couper l'Ukraine d'un accès à la mer, ce qui globalement est quand même plutôt une option, parce que l'accès aux mers chaudes se fait pour la Russie par la Crimée, et que là actuellement, avec tous les drones navals, toutes ces choses-là, etc., ils ne sont pas en mesure de protéger leurs bateaux qui sont dans cette zone-là. Donc on va dire qu'aller jusqu'à Odessa serait au moins une suite logique. Donc finalement, en faisant ça, Macron soit sabote les négociations, soit si effectivement la Russie n'a pas dans ses objectifs de guerre d'aller jusqu'à Odessa, il donne un petit peu de crédit à Zelensky, en disant, bon bah ok, enfin en tout cas c'est ma vision des choses. Derrière, quand on réfléchit autrement, on peut peut-être se dire que, et ça, mais je pense pas que ça soit dans l'intérêt des États-Unis. Est-ce que les États-Unis veulent faire imploser l'Europe, c'est-à-dire tout simplement un Macron qui est plutôt va-t-en-guerre, contre actuellement, on voit quand même un Scholz qui est en train de plus ou moins, on va dire, faire un peu machine arrière, ou en tout cas dire on n'envoie pas les missiles Taurus, nous on n'enverra pas de troupes de toute façon quoi qu'il arrive, etc. Ce genre de choses. Ou donc du coup on a peut-être plus ou moins un Scholz qui est en train de dire bah moi mon industrie est à plat, sans le gaz russe mon industrie ne fonctionne pas. On a vu dernièrement, je crois que c'est BASF, les usines chimiques allemandes qui se sont pour une bonne partie exportées aux États-Unis, et puis bien évidemment toute l'industrie, on va dire allemande, des machines-outils, toute l'industrie qui tourne pour beaucoup au gaz, hein, puisque si on peut estimer ça de cette manière-là, en tout cas, Allemagne et Italie ont perdu la Deuxième Guerre mondiale, ce qui ne leur a pas donné le droit à l'atome au départ, à avoir de l'atome même comme source d'énergie. L'Italie d'ailleurs est extrêmement dépendante, dépendante du gaz, mais également dépendante de l'électricité française, on leur en revend un paxon, et puis dépendante aussi, elle importe une bonne partie de son énergie. Derrière, on a, et même si vous regardez les histoires autour de Agip, toutes ces choses-là, il y a des histoires totalement mafieuses au niveau de l'énergie italienne qui ont toujours été entre mafieuses, et j'entends ici, oui, voilà, bon bref. Et derrière, on a eu effectivement les Die Grünen, donc les Verts en Allemagne, qui, de par, à un moment donné, l'Allemagne avait quand même se tourné un petit peu vers le nucléaire, et à un moment donné, il y a eu une très grosse force écologiste en Allemagne qui a dit non, nous, on ne fera pas de nucléaire en Allemagne. Qui est peut-être une bonne chose, hein, j'en sais rien, ça a peut-être aidé des énergies renouvelables, d'autres choses, etc. Mais pour le coup, le contrat tacite qui a été pendant très longtemps défendu par Merkel, c'était tout simplement, on va importer du gaz russe, on va faire Nord Stream 2, on va faire tourner à plein régime Nord Stream 1, et puis on va avoir des bonnes relations, on va dire, avec la Russie. Et ce, finalement, un peu jusqu'aux accords de Minsk et tout ce qui s'est passé avec l'Ukraine, on va dire l'annexion de la Crimée, et puis, l'annexion sous référendum. Après, il faudrait vérifier si ce référendum est réellement legit ou pas. Mais en tout cas, les sanctions, etc., et tout ce qui s'est passé, entre guillemets, depuis 2012-2014, globalement. En tout cas, on a un Macron qui... Si je vous passais le discours aux ambassadeurs, ne serait-ce que de 2019, si je vous passais des choses qui se sont passées et qui disaient en 2017, c'était « Nous, on veut une Europe qui aille de Lisbonne à Vladivostok ». Il répétait un petit peu les propos du général de Gaulle. Et aujourd'hui, alors à un moment donné, il a essayé de se poser en médiateur. Et puis ça fonctionnait pas du tout, parce que vous pouvez pas envoyer des armes dans un pays et en même temps vous dire je suis le médiateur de ce conflit, donc ça a un petit peu fait rire Poutine. Et puis là maintenant il se pose en chef de guerre. Je crois bien que ça n'a pas de sens, mais il y a forcément un sens derrière, il y a forcément un sens pour l'état profond, il y a forcément un sens, ce que j'appelle l'état profond, moi c'est plutôt les cartels de l'énergie et les cartels de l'intelligence, et pour moi il y en a qu'un, c'est-à-dire il y a probablement, au niveau des cartels d'énergie, en tout cas un tissu qui est déjà plus ou moins créé et qui inclut
tout ce qui est autour qui inclut des Asiatiques, dans ce que j'appelle cartel de l'énergie, il n'y a pas de frontières pour moi, voilà, c'est quelque chose où, là d'ailleurs on l'a vu, hein, sur la guerre en Ukraine, finalement, les Russes s'en sortent plutôt pas trop mal, puisque on les a poussés dans les bras de la Chine, d'une certaine manière, et de l'Inde, et de cette collaboration-là, et puis, d'un autre côté, les Américains nous vendent du GNL, donc on reçoit du GNL par bateau, et puis ça leur permet de vendre leurs excédents de gaz et d'avoir, eux, en tout cas sur leur sol, un gaz qui est très peu cher. Voilà un peu ma vision des choses. J'arrive pas réellement à comprendre ce que veut faire Macron entre les lignes, mais pour moi, je vous l'ai dit en début, c'est soit donner du crédit à Zelensky, parce qu'on va s'asseoir à la table des négociations très bientôt, ce qui serait peut-être plutôt une bonne nouvelle, soit exploser l'Europe au travers d'un plan américain qui consiste, maintenant, on a quand même une Europe qui est très atlantiste et qui est un peu une coquille vide, donc je verrais pas vraiment l'intérêt des Américains pour tout simplement faire ça. Soit effectivement, saboter les négociations avant qu'elles n'arrivent. C'est-à-dire qu'on a Macron étant le nouveau Boris Johnson, en fait, que maintenant il n'y a plus, qui n'est plus sur la scène. Donc prolonger la guerre, en fait, ça serait ça l'idée, puisqu'on va s'asseoir à la table des négociations, les Russes vont dire, non, nous on veut aller jusqu'à Odessa, on veut protéger nos bateaux en mer d'Azov et en mer de... Enfin, au niveau de la Crimée, j'ai un trou. Et du coup, ça sabote de facto les négociations. On va voir. Donc, c'est un peu, on va dire, quelque chose qui est déjà plus ou moins dans les tuyaux. Maintenant, j'ai le sentiment aussi que Biden ne peut pas gagner cette élection, si tant est qu'il y ait une possibilité de le faire. Ne peut pas gagner cette élection sans trouver une solution avant novembre. Donc là, on est en mars, les élections sont en novembre, par rapport au conflit russo-ukrainien. On va voir ici comment ça se place. Ou également se poser en chef de guerre, c'est-à-dire envenimer la situation et peut-être la condition de son élection. Je ne sais pas. On va voir. Ensuite, ici on parle de l'Ukraine, et encore une fois, les Ukrainiens qui se battent pour leur village, qui sont dévastés. Ouais. Ensuite, journal du coin. Le plan secret de Pantera, on en a déjà parlé. Do Kwon, dont on voudrait qu'il soit extradé, il est au Monténégro en ce moment, Do Kwon, qu'il soit extradé aux US et pas en Corée. Personnellement, alors c'est toujours pareil, vous allez me traiter de fou, vous allez me traiter de conspirationniste, etc. Mais personnellement, je pense qu'il y a eu un projet américain. Terra était en train de devenir un peu trop péchu, et le problème de Terra Luna, c'est que le stablecoin était algorithmique. Donc ça posait un souci, parce que finalement, on avait quelque chose qui était du dollar, mais qui n'était pas adossé sur de la dette américaine. C'était un problème fondamental. Et je pense que Terra a été descendu par... d'une certaine manière, d'une certaine forme, Wall Street, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a eu une forme de plan, et on l'avait vu d'ailleurs par des trades de notamment la firme Jane Street, qui avait complètement précipité Terra Luna. Terra Luna était une forme de Ponzi, on est d'accord, mais Do Kwon était littéralement en train de dire, maintenant, avec les profits, on va acheter du Bitcoin, on va backer ça finalement sur du Bitcoin, et backer ça sur d'autres assets, etc. C'est-à-dire ça sera pas juste la quantité de nouveaux entrants qui va faire que vous aviez un rendement sur l'UST finalement, donc une forme de Ponzi d'une certaine manière, mais ça va être surtout backé sur du Bitcoin. C'est pour ça qu'au moment où Terra Luna a crashé, Bitcoin a crashé avec, tout simplement parce que ils ont essayé de market maker le crash, mais tout le monde s'est tellement... Enfin, ils ont essayé de market maker, c'est-à-dire ils ont vendu du Bitcoin pour racheter du Luna. Racheter du Luna voulait dire burn de l'UST, enfin c'est plutôt l'inverse, burner du Luna et refaire repéguer l'UST. Malheureusement, il n'avait pas assez pour tout simplement continuer à backer tout ça. Théoriquement, énormément de Luna aurait dû être burn dans ce truc-là par le process algorithmique, mais ça n'est plus ou moins jamais arrivé. Donc peut-être que le fait
de l'envoyer en Corée. En fait, les États-Unis ne pouvaient pas supporter l'idée que ce stablecoin, qui prenait énormément de place à ce moment-là, soit coréen. Hein, vous comprenez, on fait ici, on a un projet qui est coréen et qui en même temps, tout simplement, représente du dollar américain qui lui-même n'est pas backé sur de la dette US. Donc on a ici, et on l'avait vu notamment, peut-être qu'FTX était investi là-dedans avec Alameda Research. Alameda Research, Sam Bankman-Fried était un ancien de Jane Street, donc peut-être que là on connecte un petit peu tous les liens. Malheureusement, ça a coûté un peu la vie à Celsius, ça a coûté la vie à pas mal d'autres choses qui ne s'en sont pas relevées, et au final, il est relativement probable que ça ait coûté la vie également à FTX. FTX qui s'est fait descendre par Binance, Binance qu'on a essayé de descendre par la suite, et finalement ça s'est fini par un settlement. Pourquoi un settlement ? Probablement parce que BlackRock avait déjà dans l'idée finalement de tout simplement prendre la part belle au marché, et je pense que c'est pas prêt pour s'arrêter. C'est-à-dire que BlackRock est en train de sucer tout ce qui se passait sur Grayscale. Binance a pris une amende qui est la plus grosse amende à ce jour jamais mise sur une quelconque firme. Et d'un autre côté, en ce moment même, on voit que entre Binance US, ça continue un petit peu au niveau de Binance à faire ce genre de choses. On a vu également que Binance s'est fait couper les accès bancaires par plusieurs fois, et c'est pour ça que ça a été la fin du BUSD. Ensuite, ils ont essayé de se mettre, je crois, sur le TrueUSD ou quelque chose comme ça, etc. Et donc, il y avait un réel problème pour Binance pour accéder aux banques mondiales. Et je crois que finalement, ils ont trouvé une solution à Singapour, etc. Mais voilà, tout ce qui est cartes sur Binance, toutes ces choses-là, etc., ont été relativement compliquées. Comprenez que si vous coupez à un exchange la possibilité de faire un virement IBAN pour que vous envoyiez vos fonds pour tout simplement acheter du Bitcoin, vous coupez un petit peu les vannes de l'exchange, et c'est ce qui s'est plus ou moins passé. On a également essayé, excusez-moi, je refais toute l'histoire du dernier bear market, mais comprenez bien également qu'à un moment donné, on avait un système qui était formidable, qui s'appelait le Silvergate Exchange Network, qui était finalement la possibilité pour les exchanges le week-end, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais aussi le week-end, et bien de tout simplement market maker un petit peu tout le système, et que on a laissé Silvergate faire... oui, c'est Silvergate, ouais. Oui, c'est ça. Et bien sûr Silicon Valley Bank, qui était toute là à cette époque-là, la banque un peu de la tech, et qui avait pas mal de monde dessus, s'en est trouvé littéralement absorbé par... d'ailleurs, je crois que c'était New York Community Bank qui a fait moins 50% derrière moi. Bref, petit rappel historique. Les retours de l'anime, apparemment des call options sur les 200 000, je sais pas, quelqu'un qui a mis 20 millions dessus, bon... Est-ce que Tesla achète encore ? C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, puisqu'on avait effectivement ce portefeuille Arkham qui a augmenté au travers en Bitcoin, qui a augmenté au travers entre janvier et mars. On va voir si Arkham Intelligence avait raison sur les adresses en question. Derrière, le Kremlin qui révèle des plans pour créer de la blockchain. Ça, je vous en ai parlé déjà hier, et c'est pour ça que hier, on a fait une analyse sur Coinflux et Neo, qui sont deux projets chinois. Il est vraisemblable que ça se passe que ça soit plutôt une plateforme, au départ en tout cas, et que cette plateforme-là se passe de monnaie numérique de banque centrale, donc le rouble digital, vers le yuan digital. Maintenant, moi, mon avis, c'est que si la Chine s'ouvre un peu à la blockchain, etc., il y aura besoin de smart contracts, il y aura besoin de toutes ces choses-là, donc il y aura besoin d'un Ethereum-like, et j'aurais tendance à dire que mon concurrent, enfin mon projet préféré peut-être dans ce cas-là, ça serait Neo, qui a souvent été présenté comme l'Ethereum chinois. Conflux aussi est un projet universitaire en plus de Shanghai, donc il y a des choses intéressantes peut-être dedans. On va dire le conflit électoral entre Biden et Donald Trump, qui commence dès maintenant avec le discours de l'état de l'Union de la part de Biden. Ici, les femmes en Ukraine qui se battent sur deux fronts, celui contre les Russes, mais également celui du sexisme dans leur rang.
43 000 femmes en Ukraine actuellement qui servent dans le complexe militaire ukrainien. Ici, 198 000 nouveaux emplois. Oui, ça c'était... excusez-moi, je m'en pose une seconde. Ok, et ça on en a parlé hier également, donc ça va être aujourd'hui à 14h30, dans 3 heures. Un trop bon chiffre au niveau du chômage n'est pas forcément excellent. Ce qui serait bien en fait, c'est qu'on soit tout pile au consensus, c'est-à-dire 3,7% de chômage. Maintenant, pour moi, un bon chiffre aussi va dans le sens d'un soft landing, et je pense que c'est en grande partie ce qui est en train de pricer le marché actuellement. Donc, on peut peut-être se dire que c'est plutôt une bonne chose. Et vous le voyez ici, ça sera donc à 14h30 les NFP. Donc, vous le voyez ici, le consensus, le forecast, voilà, 198 000. Le précédent était à 353, donc on serait sur une très légère diminution, mais le consensus également est plutôt à 3,7 de chômage. On passe sur la liquidité. Liquidation de 180 millions, c'est une journée plutôt normale. Le prix a été à plat, donc c'est fort pour un prix qui était à plat. On a globalement 76 millions, donc un peu moins de la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Sur les autres, vous voyez que c'est plutôt Sol, PP et Dodge qui ont liquidé du short. Carnet d'ordre, ça se remplit un peu, et ça depuis 9h du matin ici sur cette zone-là, c'est-à-dire de 68,8 à 69, donc attention à ça. Assez peu de monde jusqu'au 62. Et là, vous le voyez, nous, quand on a fait l'analyse, on s'est dit, si on perd l'accumulation actuelle, ça pourrait revenir facilement autour des 65. Donc attention à ça. C'est-à-dire finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, une forme de SFP, un mouvement de liquidité plutôt vers le bas, avant de remonter vers le haut, bien évidemment. Marché en levier. On a pris 2 points qu'on avait mis en avant. C'était celui-ci et celui-ci en short, donc ça c'est propre. Pour moi, quand je regarde un peu tout ça, je vois quand même... alors, ici déjà, je vois une structure qui descend, un funding qui descend, tout est relativement normal. Maintenant, par contre, quand je regarde ça, je vois une structure qui latéralise, c'est un range ici, et je vois un funding qui descend très légèrement, donc j'aurais tendance à dire, au-dessus de cette figure, j'ai peut-être plus de short que je n'ai de long, donc voilà. Après, pourtant, et d'une certaine manière, c'est ça qui est aussi important, j'ai l'impression qu'on casse du contrat plutôt quand on va vers le bas. Et ça, c'est relativement logique également, vous le voyez ici, voilà. Donc si on devait déleverager le marché, ce serait plutôt un gros mouvement vers le bas, notamment ce qu'on avait vu sur ce mouvement à 60 000 ici, qui avait quand même coupé une bonne partie de l'open interest, et on n'est pas revenu au même niveau, d'accord, donc alors qu'on est au même niveau de prix, ou presque, en tout cas on est remonté en niveau, et j'ai le sentiment que on a assez peu remonté en open interest, même si on l'a fait un petit peu. Donc j'ai un peu, sur cette figure-là, j'ai un peu plus de short que de long au-dessus. En revanche, et j'ai des niveaux de funding qui sont autour des 0,03. C'est pas neutre, c'est plutôt longué, mais c'est pas non plus incroyable. On n'est pas au 0,010 comme on était ici, où ici on était plutôt dans l'idée d'aller à 60 000 justement. J'ai une demande au spot qui est plutôt stable, donc ça me va. J'ai des spreads qui sont pas excessivement positifs, et on va dire sur les achats market, vente market, ça pour l'instant c'est très calme, on est à plat, donc c'est normal. Donc d'une certaine manière, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que là, au top ici, j'ai du short, puisque la structure, encore une fois, en funding est en train de descendre. Donc voilà, on pourrait revisiter ce top. Est-ce que j'ai quelque chose qui me signale, on va dire que un retour au 65 à peu près est possible? Sincèrement, pas vraiment dans cette structure-là. Non, pas vraiment. J'ai pas vraiment de niveau à rajouter ici. Derrière les bulles de liquidité, alors ce qu'on voit sur ce que nous dit l'algorithme de iBlock, c'est qu'on est à l'équilibrium sur Bitcoin entre short et long, ce qui est assez curieux parce que finalement, vous le voyez en nombre de petites barres ici, il n'y a pas grand chose, mais visiblement, ça serait cette position-là à peu près, autour des 69-160, si elle n'a pas pris profit, et bien qui, quand on est descendu ici à 60,
si elle n'a pas pris profit, eh bien qui serait en train de peser. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez que des toutes petites positions en bas, sur Binance, hein, encore une fois, ici. Le problème maintenant qu'on a avec la liquidité, maintenant que nos amis des ETF, mais surtout du CME, pèsent énormément, hein, je rappelle ici que le CME, maintenant, c'est 1,5 fois Binance, je crois, on va vérifier. Pas vous raconter des grosses conneries. Il me semble que l'open interest sur le CME, c'est 150 000 BTC, et maintenant, Binance, c'est plutôt autour des 100 000. CoinGlass qui semble un petit peu en carafe. Ok, non, ouais, ok. Ouais, c'est ça, 146 000 sur le CME, vous le voyez, et il n'y a pas de funding sur le CME. On peut pas, à part le code va sortir aujourd'hui, hein, d'ailleurs, le Commitment of Traders. Il sort tous les vendredis, mais on aura les chiffres que pour mardi dernier. Alors, me demandez pas pourquoi c'est comme ça, c'est juste simplement pour, je pense, niquer les retails. Mais en l'occurrence, ici, le code du 27 février, on avait des institutions qui étaient plutôt longues. La seule chose qui peut nous donner un peu une idée de comment est le CME, qui est le plus gros acteur aujourd'hui, vous l'aurez compris, sur Bitcoin, hein, puisque désormais le CME est plus tradé que Binance, c'est que les spreads sont plutôt positifs. Ils ont fait un tour dans le négatif, et ça c'était le 5 mars, donc il y a 3 jours, et là ils sont remontés dans le positif. Donc on est peut-être sur un marché institutionnel qui est plutôt long. Voilà l'idée. On a passé ici là-dessus. Là, une semaine, on est bien sur Bitcoin. En 7 jours, il y a une petite poche de liquidité au niveau des 70. Ça, on l'avait déjà vu hier. Et là, pour le coup, un retour à 65 ou en dessous, donc sous la structure, hein, ici intermédiaire, vous le voyez là, nous donnerait une prise de liquidité, certes. Globalement, on a l'impression qu'il y a quand même plus de liquidité au-dessus qu'au-dessous, et on a l'impression que ça s'est un petit peu estompé au moment où finalement on a fait cette descente ici, où on avait pris, vous en rappelez ici dans cette descente, 1 milliard en liquidation dans la journée. Ça s'est un petit peu estompé, parce qu'on a un funding qui est là où à ce moment-là on avait un funding qui était plutôt autour des 0,8. Maintenant on a un funding qui est plutôt autour des 0,3, donc qui a été divisé quasiment par 3. Très précis aujourd'hui, hein, la vidéo, très... Alors, en l'occurrence, donc ici, pour moi, c'est pareil. J'ai potentiellement autant de choses à prendre en bas que à prendre en haut. Le funding est à 0,3, donc on a quand même peut-être plus de choses à prendre en bas. Maintenant, en liquidité fraîche, oui, plus de... peut-être... Enfin, ouais, peut-être plus de... Enfin, une belle poche de liquidité, en tout cas, au-dessus de la résistance actuelle que je vous ai montré tout à l'heure, au-delà du triangle ascendant dont on a parlé. Ethereum, c'est un petit peu la même chose. J'ai pas regardé le funding sur Ethereum aujourd'hui, mais on va le regarder ensemble. Pardon. J'ai un funding qui reste relativement bas également, hein. Et vous voyez ici un Ether qui finalement... Donc là, vous comprenez que je complète l'analyse de iBlock grâce au funding, qui est le seul élément dynamique que j'ai, hein, finalement, pour statuer là-dessus. Mais ce que je vois ici, c'est qu'on fait un plus haut sur le prix, mais par contre, sur le funding, on est plus bas. Donc, et ici, on a bien déleveragé. Par contre, attention, Ether, il a repris en leveraging. Mais j'ai l'impression que ça s'est fait quand même plutôt sur du short. Alors, on va voir ici. Là, ça s'est fait sur du short, c'est clair. Enfin, ça s'est fait sur de la liquidation de long, en tout cas jusque-là, pardon. Ensuite, j'ai plutôt du short qui rentre. Donc là-dessus, j'avais un point de short énorme. Et là, effectivement, à partir de là, donc si j'avais quelque chose à dire sur Ether, c'est qu'on a sûrement un peu de monde garé là, mais c'est pas énorme parce que vous le voyez, dans cette montée, ils ont déjà pris des profits, hein, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que dès qu'on s'est replié ici, le funding est revenu au niveau auquel il était ici. Et ensuite, ici, j'ai une structure qui descend. Et là-dessus, j'ai du long aussi. Donc, si j'avais un point à mettre sur Ether également, il y aurait vraiment quelque chose à 3743. Je vous les ai pas mis en rouge ici parce qu'Ether, en général, on le fait pas. Mais là, du coup, on va être extrêmement complet dans cette vidéo qui va être probablement interminable. Et puis, ensuite, ce que je peux voir, c'est en tout cas pas mal de shorts là-dedans qui en ce moment sont en train d'être squeezés. Ici, petite paire de contrats, on liquide pas mal de monde.
Et là, je me reprends sur du long également. Donc, sur Ether, d'une certaine manière, cette baisse du funding nous dit que on a effectivement des shorters encore en position et encore au-dessus. Ça nous dit qu'effectivement, de toute façon, cette reprise de l'Open Interest, puisque Ether est autour d'un ATH ici d'Open Interest, l'Open Interest, c'est le nombre de contrats en circulation, est quand même plutôt sur du long, mais vous voyez que par rapport à ce qu'on avait ici, en termes de long, ben en fait, j'ai équilibré, puisque, encore une fois, la structure ici est plutôt en train de monter et j'ai un funding qui est plutôt à la descente. Donc dans ces contrats-là, on a pas mal de monde qui essaye de shorter Ether, ce qui peut nous emmener à un squeeze supplémentaire. On le voit d'ailleurs très bien ici. Ici, on avait du monde qui était short, on les a squeezés. Derrière, on est descendu. Il y a effectivement du long qui est rentré. Mais vous voyez ici que si je dois comparer grâce au funding ce qui s'est passé dans cette structure avec ce qui s'est passé en bas ici, qu'est-ce que j'ai en bas et qu'est-ce que j'ai en haut? J'ai plutôt eu une baisse du funding. Donc la liquidité fraîche est plutôt en haut, mais on a de la liquidité en bas. Si on voulait déflusher, complètement déleverager le marché, ça serait moins 30% sur Ethereum du jour au lendemain. Et là, vous aurez reset complètement le funding. Et si en revanche, vous étiez dans l'idée de ne pas déleverager, à ce moment-là, ça peut monter un petit peu plus haut. Même chose ici sur les alts, j'ai changé de couleur pour que vous puissiez bien voir les différences. Ici, on avait des alts qui étaient très longués, et puis là, finalement, à partir du 5 mars, on s'est fait relativement défoncer avec cette baisse de moins 15% sur BTC. Et puis, derrière, vous le voyez ici, on a releveragé un petit peu sur les alts. Donc attention à ça. Alors vous le voyez ici, il y a des alts qui sont relativement intéressantes, notamment, finalement, vous le voyez, BTC là, qui brille par son absence de long, parce que là ce qu'on regarde c'est le global account, est-ce qu'il est à combien de pourcents il est long, et vous voyez que BTC il est plutôt en dessous de la moyenne, on va dire, hein, quelque chose comme ça, autour des 50 même, donc 50% de long. Et en revanche, on a des alts qui sont quand même plutôt longués. On n'a pas beaucoup de monde sur Alpha, donc ça c'est intéressant. On n'a pas beaucoup de monde sur ID. Pas beaucoup de monde sur Maker, pas beaucoup de monde sur NIR, alors, même si on est plutôt autour des 60, hein, ici vous le voyez 65. On n'avait pas beaucoup de monde sur Renderer, non pardon, c'est pas Renderer, c'est RSR, mais ils sont revenus, et ZRX. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que on avait reset le funding des alts, attention, on est en train de reprendre du funding, et ce assez fortement sur les alts. Donc, conclusion de cette vidéo, déjà, c'est qu'on voit que ça peut aller plus haut, mais qu'on commence tout doucement à se rapprocher d'un potentiel deleveraging. On a déjà eu un joli deleveraging, et ça a bien reset quand on est revenu sous les 60. La grande question ici, c'est est-ce qu'on casse d'abord cette figure d'une manière globale? Elle est un peu mal mise là. Est-ce qu'on la casse par le haut, ou est-ce qu'on en sort par le bas? Pour moi, je regarde vraiment, et je vous ai montré les accumulations, etc., toutes ces choses-là qui sont intéressantes. Personnellement, si je regarde ici en daily, en tout cas, mon scénario privilégié, ça serait de revenir monter un tout petit peu plus haut, refaire en fait finalement ici une structure un peu en haut de la figure, mais sans réellement la dépasser, la décaler, je veux dire, et ça peut durer encore pendant un moment pour ensuite faire ce flush. Maintenant, le sentiment sur le marché, il n'est pas exceptionnel non plus, d'accord? On est à l'ATH, mais on n'a pas un sentiment, on a un sentiment qui reste relativement dégradé. Donc ça m'intéresse pour peut-être plutôt jouer plutôt du long. Maintenant, également, l'idée pour moi, c'est de voir les choses un peu avant tout le monde, etc. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les trends et ce genre de choses. Et d'avoir des bons résultats, quoi qu'il arrive, en intraday. C'est-à-dire, en intraday, je pense que ça va être pris pour le moment. Maintenant, donc des bons résultats en intraday, assez souvent pour moi ça se traduit par finalement je vais laisser un reliquat de position, aller chercher plus haut pour du swing, du trade de 2-3 semaines, mais ça part d'une position intraday qui elle-même de toute façon est rentable. Voilà, c'est ça l'idée. Position rentable en intraday que je décale en swing, ensuite je change la temporalité de mon trade pour aller chercher finalement un runner, quelque chose d'un petit peu plus loin, etc. C'est ma manière d'être rentable. Maintenant, chacun a la sienne, je pense.
Donc je serais plutôt en recherche de ça, on va dire, intraday, c'est-à-dire à minima, on va dire rentabiliser mon trade sur cette zone-là, et puis ensuite laisser courir un runner jusqu'à 72, peut-être potentiellement 80. Derrière, par contre, si je vois qu'on perd un petit peu, en la perdant vraiment, hein, je parle pas ici d'une petite mèche, mais qu'on perd vraiment cet accu là, pour moi c'est, et ça j'en ai parlé en début de vidéo, un retour au 65 et peut-être potentiellement 64 avant de faire le mouvement, d'accord? Puisque je pense qu'il y aura un mouvement au-dessus de la TH. Maintenant on peut se faire rejeter à 62, 69,2, mais je pense quand même qu'il y aura un mouvement au-dessus et pour moi potentiellement le rejet sera peut-être plus haut. Ensuite, sur le 5 minutes. Sur le 5 minutes, pour le moment, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à me mettre sous la dent. Sous-entendu, j'ai pas, voilà, de biseau. J'ai pas de... J'avais un petit biseau ici, il était joli. Ici. Voilà, cassure de ce biseau. Théoriquement, ça veut dire on retourne en haut de la figure ou en vague 2. Pour moi, le haut de la figure est là, on n'y est pas allé encore, donc ça peut tenir ici un petit peu encore une fois. Voilà, bon, pas de certitude de ce côté-là. Ce que je regarde beaucoup et que j'évalue beaucoup en ce moment, c'est finalement tous ces grands W là, notamment, vous le voyez ici, celui-ci. Ça, c'est typiquement un V-bottom, qui est une prise de liquidité. Donc on a assez peu laissé le temps aux longues de rentrer dans finalement toute cette zone là. Ça s'est fait tellement vite que sauf ceux qui avaient déjà des ordres, on va dire, déjà placés, ou qui avaient des ordres plus bas mais qui n'ont pas touché une liquidation, là en tout cas j'estime qu'il n'y a pas énormément de monde. Là où sur la chart il y en a beaucoup, je trouve, sur iBlock, il est où? Voilà, là il y en a beaucoup. Par contre, et ça je vous en ai pas mal parlé également, si je change la chart pour BitMEX ou Bybit, cette poche est sortie. D'accord? Il n'y a que sur Binance. Alors Binance c'est le plus gros, hein. Donc du coup il n'y a aucun problème là-dessus. Cette poche existe toujours à minima sur Binance en tout cas. Mais elle n'existe plus sur BitGet, elle n'existe plus sur Bybit, elle n'existe plus sur en fait tous les exchanges qui sur ce mouvement ont été mal market makés, hein, puisque théoriquement ils auraient dû suivre le chef, c'est Binance. Eh bien il y a eu ce flush, il y a eu cette prise de liquidité ici et là-dedans. Donc cette poche de liquidité sous 60, en fait finalement, moi je trade principalement Bybit et BitGet, hein, mais cette poche de liquidité elle existe sur Binance ici, mais là elle a été prise, et en totalité, sur BitGet, Bybit et tous les autres. Et ce mouvement s'est flush très rapidement, donc du coup il a laissé peu de longueur, de toute façon, re-rentrer à nouveau sur les Bybit et compagnie. Donc, je vois les choses comme ça, pour moi, ça n'existe qu'à 50%. C'est une poche de liquidité qui est extrêmement minime. À 50% parce que vous regardez l'open interest, encore une fois, et je vais être très complet dans cette vidéo, on s'en fout de faire une vidéo d'1 heure, c'est pas grave. L'idée ici, c'est vraiment la pédagogie, ou en tout cas ma manière de faire. Vous voyez ici que Binance, c'est 105, Bybit, c'est 70, BitGet, c'est 35. Déjà, ne serait-ce qu'avec, on est, je dirais, sur un Binance qui pèse... à peu près, quand on regarde les gros ici, 30% du marché, quelque chose comme ça, 30%. Malheureusement, on n'a pas les chiffres pour tout ce qui est CME, en tout cas, il n'y a pas d'outil qui existe pour le moment, puisqu'on n'a pas de funding, hein, tout simplement, donc du coup, c'est différent. Mais je trouve que tout cela est très intéressant à analyser. Donc, cette poche-là, elle n'existe qu'à 50%. À 30% même, puisque finalement tout ce qui a été flush du reste, eh bien, n'existe pas, enfin, voilà. Cette poche-là, pour le coup, elle existe encore, puisqu'elle n'a pas été touchée de toute manière, et j'ai un petit peu... J'ai pas grand-chose au-dessus non plus, parce que là, on a un double top, donc il y a peut-être un petit peu plus de liquidité, on pourrait peut-être la tirer, par exemple, jusqu'ici. Donc je vois mieux un mouvement vers 70, en tout cas à court terme, qu'un mouvement sous 60. Cela dit, là où on a un peu temporisé et qu'on a un petit peu laissé rentrer du monde, c'est sur toute cette tempo-là, donc ce niveau 15 minutes ici, à 62 800. Et je trouve que ce niveau-là également est intéressant. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure en vous disant pourquoi pas un range finalement. D'accord? C'est un peu ça l'idée. Pourquoi pas un range, puis une continuation. Donc, scénario privilégié,
au-dessus de 70 sans perdre cet AQ. Si jamais on perd cet AQ, je dirais à minima 66,3 et 66. Je vois pas le prix aller à 63 maintenant, parce qu'on a beaucoup... C'était le cas quand on avait ici cette montée, etc. Et là, j'avais dit, je vois bien le prix faire 69 puis 63. Mais maintenant que le funding a évolué, etc., et qu'on voit les évolutions du funding, je le vois pas. Mais pourquoi pas? Ça dépendra, par exemple, ici... Admettons qu'ici, bas de range, on soit extrêmement longué et par des gens qui n'ont pas l'argent de défendre. Encore une fois, je parle ici de longué, pas par du retail, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas, voilà, qu'on soit extrêmement longué là-dedans. Il est possible que le prix donne un petit peu raison dans un premier temps et finalement vienne nous donner une 3 qui vient visiter la zone des 63. On regardera où on en est si jamais on y va par là. Donc scénario 1, pour moi, c'est ça, et théoriquement, ça devrait se faire assez vite. Parce qu'il y a de la liquidité ici, hein, donc du coup il y aura de la liquidation. Scénario 1, c'est ça. Scénario 2, c'est si on perd la Q qui est là, à minima ça, et peut-être ça, et j'aurais plutôt tendance à dire quasi certitude que on va quand même, enfin c'est à minima et plus probablement, voilà, on va dire ça comme ça. Et si jamais on perd cet AQ, qu'il se passe ça et qu'on est extrêmement longué dans cette zone-là, c'est-à-dire que beaucoup de monde joue le range finalement, et bien à ce moment-là, ça sera quelque chose comme ça, avec une déviation ici sur la zone, peut-être même juste au niveau intermédiaire, peut-être potentiellement jusqu'au niveau qui est là. Donc vous avez tous les niveaux ici pour TP, si vous souhaitez faire du short, à la cassure de trend, ou même à partir de maintenant, hein, ou même sur ce niveau-là, si vous souhaitez shorter une nouvelle fois un refus par ce niveau-là. Vous avez également tous les niveaux qui pour moi sont intéressants pour rentrer une position, éventuellement, bien évidemment, venir prendre la liquidité et peut-être aller plus loin, c'est-à-dire un swing, un intraday qui se transforme en swing, encore une fois. Et pour moi, voilà, les invalidations, elles sont relativement simples. Bon, là, moi, je suis déjà en long, hein, depuis ces niveaux-là, à peu près. Mais les invalidations, elles seraient simples si je voulais rentrer maintenant, d'une certaine manière. C'est de dire, à partir du moment où on commence à liquider tout ça, donc j'ai déjà une invalidation ici, et potentiellement une invalidation ici, que mon mouvement ne se fera pas, entre guillemets. Enfin, en tout cas... J'ai pas envie ici d'accuser la perte jusque là ou là pour finalement rentrer là. Après, celui qui veut peut éventuellement construire une position, c'est-à-dire défendre une liquidation vers le bas. Personnellement, j'ai pas envie de me retrouver, vu le contexte actuel non plus, avec des grosses tailles de position. C'est pas vraiment, entre guillemets, ma zone, quoi, voilà. Voilà, je pense que j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, on a pas mal détaillé des choses ici. Petite parenthèse géopolitique, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ne soyez pas d'accord, c'est bien de ne pas être d'accord. En fait, ça sous-entend que vous avez une forme de réflexion, et j'ai aucun problème avec ça, réellement. Sur ces idées, encore une fois, de l'Ukraine, j'ai vraiment une position assez particulière. J'ai une position qui est plutôt... anti-atlantiste, mais ça me correspond. Je suis pas pour autant pour un Frexit ou ce genre de choses. J'ai une position souverainiste. Je pense que l'Europe a une vocation qui est d'être l'Europe des nations, mais qui est également de peser par rapport aux États-Unis. Je pense que l'Europe doit avoir sa propre dimension politique et d'une certaine manière des missions régaliennes également, mais que chaque pays doit pouvoir avoir sa propre stratégie au sein même de cette Europe-là. J'ai du mal... Enfin, je trouve qu'on nous a fait accepter beaucoup trop de choses avec l'Europe, qui sont des choses que théoriquement nous on n'aurait pas accepté si on avait voté ces choses-là. Donc ça a été finalement cette idée de libre marché, toutes ces choses-là, etc. Est en train d'essayer de détruire des spécificités françaises qui étaient intéressantes, notamment un service public de l'énergie, une dimension également stratégique, bien évidemment une dimension nucléaire qu'avait la France, et que si elle avait poussé les choses un petit peu plus loin, on pourrait avoir du nucléaire bien plus propre. Il y a eu des travaux qui ont été exceptionnels, qui à un moment donné ont été faits et qui étaient vraiment sur cette idée de tout simplement réutiliser des déchets nucléaires, c'est-à-dire qu'on se serait mis à racheter les déchets nucléaires qu'on avait enfouis dans d'autres pays pour les réutiliser comme une source d'énergie et avoir finalement du zéro déchet à la fin. Tout ça c'est possible techniquement. Maintenant il faut mettre des gros investissements pour y arriver.
Et puis, voilà, je suis pas pour le Frexit, encore une fois. Je suis vraiment quelqu'un, je pense, qui est... oui, une Europe, c'est bien. En fait, finalement, on devrait même avoir une forme de NATO européen, mais qui laisse quand même à chacun les dispositions de dire oui ou non, etc. Et je considère que l'OTAN, c'est fini depuis déjà un bon petit moment. Ça n'a pas vraiment, et ça n'a plus lieu d'être, et je pense que l'Europe doit trouver sa place tout simplement dans ce monde-là, et qu'elle a des tas de choses à prendre au niveau stratégique, etc., notamment les ressources, hein, bien évidemment, qu'elle a des tas de choses à prendre à la Russie, et qu'elle a également des tas de choses à dealer avec la Chine, et qu'elle a des tas de choses également à voir avec l'Inde, et probablement plus d'intérêt, tout sans se fâcher nécessairement avec les États-Unis, mais en tout cas sortir de ce carcan d'intelligence états-unien qui est en train de plomber l'Europe actuellement, et on l'a vu notamment au travers de l'Ukraine, où finalement on s'est rendu compte que, et il n'y a pas longtemps d'ailleurs, les news sont sorties via Victoria Nuland, que l'Ukraine était effectivement... on avait choisi les ministres ukrainiens, etc., du côté de la CIA, et qu'il y avait une douzaine de bases tout autour de la frontière ukrainienne qui étaient des bases de la CIA, et que tout ça a été financé à coup de milliards. Toute cette révolution orange, d'une certaine manière, a été financée par les États-Unis. Je dis pas là qu'il n'y avait pas une propagande russe en Ukraine et qu'il n'y avait pas un pays qui était sous le joug russe, c'est le cas. Maintenant, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait une forme d'intelligence française à nouveau, qu'il y ait une forme d'intelligence européenne, et qu'on soit dans le libre arbitre plutôt que d'être tout simplement tributaire d'un papy gâteux, et surtout des gens qui sont derrière, hein, finalement. Des gens qu'on moquait avant, c'est-à-dire que même pendant avant l'administration Bush, finalement, tous ces gens-là étaient des tarés, on les appelait les tarés, hein. Et les cinglés du sous-sol, on les appelait, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment partie de l'intelligence, et c'est tout. Et il y avait de la diplomatie qui était au-dessus, et en ce moment, il n'y a plus de diplomatie, et il reste que l'intelligence. Donc, je sais pas trop où tout cela peut aller. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à donner votre avis, et je pense que ça va être la question à la con du jour. C'est-à-dire, quel est votre avis par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez une opinion? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis pas qu'on va rentrer en guerre avec la Russie. Il y a très très peu de probabilité que ça arrive, bien évidemment. Mais ce que je dis ici, c'est... comment est-ce que vous, en tant que Français, Canadien, Belge, enfin francophone, comment est-ce que vous vous inscrivez dans toute cette logique, tout ce système, et est-ce que vous avez une opinion, tout simplement? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que celle-ci vous aura plu. Une nouvelle fois, elle était très longue, mais j'aime bien, moi, avoir des choses à dire, etc. Je vois un peu ces choses-là comme un journal, quelque chose qui me correspond. Je fais pas les choses nécessairement pour faire du viewer ou quoi que ce soit. Je fais plus le channel que j'aurais aimé entendre si j'avais pas été moi. C'est un peu bizarre, mais voilà, j'ai plus envie de faire ça que finalement de me retrouver à vouloir faire des vidéos à tout prix de vulgarisation, et c'est pas du tout le cas. N'oubliez pas de vous informer, je pense que c'est vraiment important ici, et d'avoir un spectre dans votre lecture d'informations, d'avoir une forme de spectre qui est de vous mettre dans les godasses des gens dont on parle, c'est-à-dire, moi personnellement, j'ai toujours, je pense que je tiens ça de mon papa. C'est que on a toujours essayé de m'inculquer cette espèce d'intelligence interpersonnelle, déjà intrapersonnelle pour se calmer quand on est énervé sur un sujet ou quoi que ce soit, mais également interpersonnelle, de se mettre dans les godasses de l'autre, ce qui est après une qualité diplomatique et managériale. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.